Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de l'UNSA Éducation qui s'intitule Quel impact pour l'intelligence artificielle pour nos métiers. Je suis Adrien Guilmer, coordinateur des projets Erasmus au sein de la fédération UNSA Éducation. Je nous souhaite un excellent webinaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Béatrice Laurent, secrétaire nationale de l'UNSA Éducation. Je représente ici notre secrétaire général qui est actuellement quelque part dans les airs, en retour de déplacement en Guadeloupe, dans les Antilles. Et donc, je suis très heureuse de vous accueillir et d'accueillir nos invités. Pour vous donner quelques éléments de contexte de pourquoi on vous a invité à ce webinaire, sachez que depuis janvier 2024, l'UNSA Éducation a obtenu une accréditation de l'agence Erasmus+, et notre premier voyage d'études a été centré en thématique sur la mutation numérique que vivent les systèmes éducatifs. Et nous avons donc conçu un premier voyage d'études pour faire de la comparaison entre la France et l'Allemagne, et 12 de nos collègues en intermétier, comme nous savons le faire dans notre fédération, se sont rendus en Bavière au mois de novembre, et 5 autres vont partir dès lundi en Sarre pour compléter ces comparaisons avec l'Allemagne. Et donc ce webinaire est un complément de notre réflexion. Alors évidemment, vous le savez toutes et tous, le développement des IA génératives depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est exponentiel. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est un clivage générationnel dans l'utilisation de ces outils. Beaucoup d'adultes se déclarent carrément hostiles ou réfractaires, parmi lesquels des personnels d'éducation. Beaucoup de jeunes, dès le collège, sont utilisateurs et bien trop souvent utilisateurs non raisonnés. Un sondage récent de chez Ipsos nous disait que près de 9 Français sur 10 ont entendu parler de l'IA générative, que 4 sur 10 l'utilisent, avec un usage d'abord à vocation privée. Mais l'adoption de ces outils est très sensible à l'âge, comme je vous le disais, clivage générationnel. 74% des 18-24 ans ont recours à l'IA générative, contre seulement 35% des 35-55 ans. Il n'en reste pas moins que ces nouveaux outils ne disparaîtront pas, que les erreurs et les imperfections d'aujourd'hui seront sans doute gommées demain, et qu'en tant que professionnels, nous ne devons ni laisser passer le train en marche, ni faire l'autruche. Le premier problème serait d'être dépassé technologiquement et d'avoir du mal à se mettre à niveau plus tard. Et c'est bien aujourd'hui que des choix éthiques et politiques doivent être faits pour ne pas se réveiller un beau matin en se disant qu'on aurait pu éviter telle ou telle situation. Alors, si tout le monde est concerné comme citoyen, les jeunes qui bénéficient des services publics d'éducation, de culture et de formation sont les citoyens de demain. C'est donc bien un enjeu éducatif primordial pour les personnels éducatifs au sens le plus large. Les questions éthiques liées à l'apparition des IA se mêlent ainsi de tous nos métiers. Chacune d'entre elles peut immédiatement provoquer l'angoisse, tout autant que l'espoir, d'une solution nouvelle à un problème ancien. Nous sommes sans cesse à osciller entre utopie et dystopie. C'est le cas si on évoque la détection des problèmes de santé, d'abus, du décrochage scolaire via des IA, de la correction automatisée des copies pour le bac, de la décision d'affectation dans une école ou un établissement du supérieur, de la création des plannings, de la gestion des remplacements ou même de la mobilité des personnels de ce grand ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, si certains usages semblent peu problématiques, d'autres posent des questions vertigineuses. Dans tous les cas, c'est donc bien l'ensemble des professionnels de l'éducation et de la formation qui sont concernés. Voilà pourquoi nous invitons aujourd'hui 2 femmes qui développent à la fois une réflexion et des modes d'action sur ce sujet pour nous permettre de vous et de nous accompagner dans ce changement. Donc, bienvenue à Agathe Cagé et bienvenue à Marie-Caroline Missire. Agathe Cagé, vous êtes docteur en sciences politiques, auteure d'un livre intitulé Classe figée,
enfin, c'est d'un des livres que vous avez, écrit. Et vous avez travaillé au cabinet de 3 ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes aussi associée cofondatrice de l'agence de conseil en stratégie Compass Label. Marie-Caroline Missire, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et de l'ESSEC et vous êtes depuis mars 2020 la directrice générale de Réseau Canopé, opérateur public de l'éducation nationale. Auparavant, vous avez été directrice du développement de DigiSchool, entreprise EdTech spécialisée dans les applis pour les jeunes, et vous avez aussi une carrière de journaliste spécialisée en éducation. Vous avez notamment été rédactrice en chef adjoint de l'agence AEF. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui et bon webinaire à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour votre participation nombreuse actuellement, puisque les chiffres ne cessent de grimper et nous allons commencer avec vous, Agathe Cagé. Donc, dans vos travaux, on peut constater l'expression du fait que l'intelligence artificielle est un fait de société, au-delà d'être un outil technique qui impacte tous les compartiments de nos vies. Et donc, nous souhaiterions que vous puissiez nous en dire plus, également sur les aspects et l'impact, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, sur des questions de démocratie, d'éthique ou d'écologie, par exemple. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation, merci beaucoup pour vos introductions. Je ne peux que abonder ce qu'a dit Béatrice Laurent à l'instant. On a des transformations extrêmement rapides qui sont en cours, notamment avec les intelligences artificielles génératives. L'intelligence artificielle, en réalité, sous d'autres modalités et dans notre vie depuis extrêmement longtemps. Peut-être que dans les années 1990, vous déposiez vos chèques à la banque et vous voyez les chiffres reconnus de vos chèques directement par la machine, c'était déjà l'intelligence artificielle. Et sans doute depuis plusieurs années et même décennies maintenant, vous utilisez un GPS quand vous vous déplacez en voiture et c'était également l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle change nos vies dans toutes leurs dimensions parce qu'elle impacte, on en parlera, notre rapport au savoir et donc notre rapport aux apprentissages. Elle impacte également en profondeur nos démocraties parce que les techniques d'intelligence artificielle et notamment la puissance des intelligences artificielles génératives sont aujourd'hui mises au service de campagnes soit malveillantes, quand ce sont des campagnes pour remettre en cause ou en tout cas impacter les résultats de certaines élections dans les démocraties, soit sont utilisées pour faire de l'ultra-ciblage et en réalité passer d'une démocratie où on s'adresse à l'ensemble des citoyens comme collectivité à des fonctionnements démocratiques où on adresse des messages marketing ultra ciblés à chaque individu en espérant que chaque message adapté à son profil peut conduire à obtenir son vote. On a également un impact de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est pensée comme pouvant demain changer totalement dans les entreprises la répartition de la valeur ajoutée. Et bien sûr, on a des utilisations extrêmement positives des intelligences artificielles en médecine. Elles permettent de sauver des vies aujourd'hui et notamment d'anticiper la survenue d'un certain nombre de maladies, mais également pour protéger l'environnement, pour prévenir les phénomènes météorologiques extrêmes, pour de manière un peu plus globale préserver la planète. Il y a une exigence à avoir dans notre rapport aux intelligences artificielles et notamment aux intelligences artificielles génératives, c'est de développer un rapport à ces technologies qui sont un rapport proactif. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire tout d'abord réfléchir à quel est le sens profond de nos métiers et sur cette base, réfléchir à l'utilisation qu'on souhaite avoir des intelligences artificielles. C'est pas parce qu'un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle existent qu'il faut s'en servir pour nos métiers, et ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle aujourd'hui n'existent pas qu'il faudrait pas solliciter le développement de technologies parce qu'ils pourraient nous apporter à nos métiers.
Un certain nombre de métiers aujourd'hui sont en transformation, notamment le métier d'avocat, sans qu'il y ait véritablement eu cette réflexion. Est-ce qu'un avocat demain pourrait uniquement, en s'appuyant sur des technologies comme Doctrine, en quelques secondes, voir des résumés de jurisprudence lus pour lui, ou voir des décisions préécrites pour lui, ou voir des analyses juridiques faites pour lui? Oui. Est-ce que c'est des dimensions de ces métiers qu'il souhaite réellement abandonner parce que c'est pas là qu'il voit sa valeur ajoutée, sans réflexion sur le sens du métier? On n'est pas certain que ce soit la direction qu'il faut prendre. Si on fait le parallèle avec les métiers de l'enseignement, et notamment l'exemple qu'a cité Béatrice Laurent en matière d'éducation sur l'évaluation, est-ce qu'on souhaite laisser aux intelligences artificielles génératives la correction de l'ensemble des évaluations, quelle que soit leur forme, ou est-ce qu'on considère que sans évaluation prise en charge directement par soi-même, et il n'y a pas de capacité de développer une pédagogie appropriée à ses élèves? Pas forcément. Aujourd'hui, en France, on a des réflexions qui sont en cours par les enseignants au sein de leur classe. On voit au Royaume-Uni une annonce qui a été faite pour l'enseignement supérieur par le Premier ministre Keir Starmer, qui a annoncé le développement par un financement au niveau national d'outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de corriger l'ensemble des évaluations au niveau de l'enseignement supérieur intégré. Donc, tant qu'on n'a pas une évaluation proactive, on passe en réalité à côté de ce que peuvent nous apporter ces outils, comme des outils qui sont en capacité de nous rendre plus puissants. Mais en réalité, on peut avoir le risque de se laisser instrumentaliser par des technologies qui n'ont pas été pensées pour nous, mais qui ont été pensées par ailleurs et qui tout d'un coup s'imposent à nous. Et la deuxième dimension du rapport qu'on doit avoir aux intelligences artificielles, et notamment aux intelligences artificielles génératives, c'est qu'aujourd'hui, dans nos mains directement, dans nos téléphones ou ailleurs, on nous propose des utilisations ludiques de ces intelligences artificielles génératives. Des utilisations qui en réalité ont très peu de valeur dans ce qu'elles nous apportent. Une fois que chacun d'entre nous a transformé une photo de famille dans un style appartenant à de célèbres dessinateurs japonais, il n'y a même plus de capacité de distinction qui est apportée par le fait de faire de telles photos. Or, on remet, en faisant et en adoptant ce type de comportement, on remet en cause les droits de propriété intellectuelle, les droits d'auteur, et même on remet en cause la volonté exprimée par les personnes à qui appartenait ce style, une fois que chacun d'entre nous a retouché des photos pour se mettre, pour effacer un reflet dans l'image, ou pour se mettre avec des yeux un peu plus ouverts dans l'image. On a une utilisation ludique, mais qui réellement apporte assez peu au quotidien. Or, les utilisations des différentes technologies des intelligences artificielles, demain, vont être des utilisations dans lesquelles on va avoir des conflits de ressources. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie neutre, c'est une technologie qui est extrêmement consommatrice en énergie et en eau. Et même si on arrive à faire des économies dans les nouvelles technologies qui sont développées, on aura des effets rebonds qui vont jouer. C'est-à-dire que plus on va développer de nouvelles possibilités, même si on réduit leurs coûts, plus on va continuer à augmenter la consommation énergétique et en eau des intelligences artificielles. Il va falloir continuer à utiliser, et même de plus en plus d'utiliser ces technologies quand elles sont extrêmement utiles, quand elles permettent de préserver les vies, la planète, ou de nous rendre beaucoup plus efficaces dans nos métiers. Peut-être qu'il faudra réfléchir collectivement à abandonner un certain nombre d'usages ludiques qui ont un coût écologique et économique trop fort par rapport à ce que ça nous apporte réellement. Merci beaucoup pour cette première intervention très complète sur l'intelligence artificielle et ce qu'elle est aujourd'hui de manière globale dans notre société. J'aimerais rebondir sur vos propos sur finalement la nécessité d'évaluer nos usages de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ça tombe bien puisqu'on a aujourd'hui avec nous Marie-Caroline Missire, directrice générale de Réseau Canopé, opérateur public de l'éducation nationale qui a l'UNSA Éducation nous est cher. Et Marie-Caroline Missire, votre opérateur permet aujourd'hui d'avoir une idée assez précise des usages réels des personnels de l'éducation et pas seulement des enseignants. Alors j'ai envie de vous demander un peu quelle photo instantanée vous faites aujourd'hui avec Réseau Canopé des usages de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour cette invitation. Ravie d'être ici en duo
très féminin avec Agathe Cagé, que je salue. Donc, merci de nous donner la parole. Et donc, je vais essayer de répondre à votre question avec beaucoup de précaution, de prudence, puisque ce que je vais vous dire là ne relève pas une étude scientifique très précise sur les usages des personnels de l'éducation, mais bien de la manière dont nous avons souhaité accompagner à Réseau Canopé l'irruption soudaine et massive des IA génératives, notamment dans les classes, à partir de la fin de l'année 2022, début 2023. Et c'est bien parce que ces outils qui ne sont pas, l'IA n'est pas un phénomène nouveau, mais l'IA générative et surtout la vitesse de développement de ces usages, notamment dans le domaine de l'éducation, c'est ça qui nous a interpellés, mobilisés très vite, tout simplement parce que c'est ce que vivent nos collègues enseignants, éducateurs dans leur classe. Premier point. Et donc, dès le début de l'année 2023, en miroir de ce qui se passait dans les classes, dans les établissements scolaires, on a commencé à proposer une offre, et je me souviens, c'était d'abord destiné aux professeurs documentalistes. Vous savez qu'à Réseau Canopé, on a aussi un service qui s'appelle le Clémy, qui effectivement est très utilisé, notamment par les professeurs documentalistes. Donc, dans ce cadre-là, on a organisé une première session de formation et d'acculturation sur ce qu'étaient les IA génératives, avec un certain nombre d'outils. Donc, premier élément, ce qu'on a pu noter, et très tôt, hein, dès 2023, et je me souviens que moi j'avais particulièrement peur, vous avez rappelé mon passé de journaliste, des réactions à ce moment-là. Un opérateur public national qui commence à proposer des formations, des séances d'acculturation sur les IA génératives. Voilà, comment cela va être perçu. Est-ce qu'on va pas avoir des phénomènes de rejet ah oui, l'IA va remplacer les enseignants. Eh bien, premier élément de réponse à votre question, ça n'a pas été accueilli comme tel, mais ça a été accueilli comme une proposition de formation utile et avec beaucoup de curiosité. Donc tout de suite, ces sessions de formation qui étaient proposées en auto-formation et puis progressivement articulées et proposées dans les plans académiques de formation, et encore une fois, hein, ça excède largement notre proposition les enseignants et très vite on a proposé des formations pour les personnels dans leur ensemble, notamment pour nos collègues de la filière administrative. Voilà, tout de suite une très grande curiosité. Assez rapidement, là on est au milieu de l'année 2023, on a commencé à proposer non seulement une offre de formation d'acculturation, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça fait référence, la place de la data, et le RGPD là-dedans, et les données des élèves, à une offre de formation qui a proposé des séances de mise en commun, de partage de pratiques, puisque nous avons des ateliers, vous le savez, dans tous les départements, et donc ces ateliers permettent aussi d'avoir des séances et des espaces, surtout, où la communauté éducative se réunit, met en commun et partage ses pratiques. Donc, une offre qui a assez rapidement marché sur 2 pieds, au mi-temps de l'année, on est toujours en 2023, on a proposé notre première journée nationale de formation démultipliée dans les ateliers. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène cantonné aux grandes métropoles, à Vivatech, etc. Voilà, et c'est très important pour nous dans notre offre qu'on puisse aller vers mettre à disposition notre maillage territorial pour permettre ces temps de mise en commun entre enseignants, mais aussi avec tous les acteurs de l'éducation, dans une démarche vraiment de proximité et une culture très horizontale. Et donc, ces temps ont trouvé leur public, si j'ose dire, puisque nous les renouvelons chaque année. Maintenant, c'est très articulé avec les plans académiques de formation, mais on a gardé ces temps de formation nationaux démultipliés dans les ateliers, hybrides, en présentiel, en distanciel. Et le prochain s'organise d'ailleurs le 25 juin de la même manière. Et c'est intéressant de noter d'ailleurs la thématique qui va être abordée le 25 juin, puisque vous en avez parlé dans votre introduction et Agathe Cagé l'a rappelé. Le sujet qu'on va aborder le 25 juin, c'est de passer de l'individu au collectif, de la pratique individuelle à la pratique collective, au moment où, vous l'avez noté et publié, la charte des usages de l'IA par notre ministère, qui était très attendue, parce que précisément,
le besoin de la communauté enseignante et de la communauté éducative dans son ensemble. Aujourd'hui, on le ressent comme ça cette année, c'est d'avoir une charte, hein, voilà, des critères d'usage, et de s'interroger sur sa pratique dans un sens où l'idée ou l'objectif n'est pas de se servir de l'IA pour se servir de l'IA, mais de quels outils nous avons besoin, pour quels usages et pour quels bénéfices pour nos enseignants. Donc, deuxième élément de réponse à votre question. Et puis, j'ajoute 2 points pour être rapide. Dans les formations, sessions de formation et de mise en pratique auxquelles j'ai pu assister, les questions des enseignants et leurs préoccupations portent sur les questions d'évaluation. Contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, etc., ils ne portent pas tellement sur la question de la triche ou pas de la triche. Ça a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup de créativité, justement, pour que les enseignants s'approprient ces IA et se disent quel type d'exercice je vais proposer à mes élèves, justement en prenant en compte le fait qu'IA générative est là. Et puis le deuxième point d'interrogation, et qui est plus majeur, qui est plus, je dirais, qui interroge vraiment le geste enseignant, la culture professionnelle, c'est le rapport à l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui s'invite plus ces derniers mois ou sur cette dernière année, pratique massive. Vous avez noté aussi un clivage générationnel, mais ce rapport à l'effort, comment engager les élèves dans l'effort quand on a des outils qui donnent très rapidement, et avec un taux de satisfaction quand même élevé, un sentiment d'efficacité. Et ça, c'est une question assez vertigineuse pour les éducateurs et qui oblige, et je trouve ça très intéressant, au-delà de la question de l'outil, quel outil, etc., mais qui oblige vraiment à réinterroger sa posture, à engager les élèves dans une autre forme de mise en action. Et on est au tout début, on n'a pas de réponse toute faite à ces questions-là, mais voilà, je voulais simplement rappeler ça, l'évaluation et le rapport à l'effort qui sont des questions vives pour les professionnels de l'éducation. Merci beaucoup, Marie-Caroline Missire. Donc, en rebond sur ces points précis, j'ai envie d'interroger Agathe Cagé sur 2 points finalement. Le premier, c'est qu'on pourrait se dire quand même que les personnels qui vont à Réseau Canopé sur cette offre spécifique au numérique, est-ce qu'il n'y a pas un biais que vous avez que les personnes qui ont des affinités avec le numérique? Alors, j'ai envie de demander à Agathe Cagé, vous, dans ce que vous avez observé dans vos recherches, qu'est-ce que vous proposez du coup pour les autres ou pour le collectif? Et puis, le second point, c'est par rapport à l'impact, évoqué par Marie-Caroline Missire sur les apprentissages avec cet effort. Et donc, je sais que là-dessus aussi, vous avez des réflexions engagées. Donc, si vous pouviez les partager avec nous, nous en serions ravis. Le sujet de rapport à l'effort évoqué par Marie-Caroline Messier est un sujet fondamental. Je le couplerai avec une deuxième question qui est le rapport au temps, qui est un rapport au temps qui nous interroge également très fortement en tant qu'adultes. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est une société de l'ultra-accélération et les IA génératives ont vraiment renforcé ce sentiment-là, au sens où ce sont des outils qui nous donnent l'impression qu'on a une réponse pas dans les 10 minutes, ni dans les 5 minutes, mais dans les quelques secondes. Et on va avoir un progrès de ces outils parce les nouvelles technologies qui sont en train d'être développées sont des technologies qui visent le dialogue oral en temps réel. Donc, on va encore avoir un progrès de la rapidité de ces outils. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'on a des technologies qui permettent d'avoir accès à tout instantanément. Or, au fondement des apprentissages, il y a des choses qui prennent du temps. Lire prend du temps. Apprendre en soi, c'est quelque chose qui prend du temps. Produire quelque chose, produire un écrit, produire une musique, produire une image, produire une vidéo, c'est quelque chose qui prend du temps. Les outils d'IA générative, au contraire, nous donnent le sentiment que c'est quelque chose qui ne prend plus de temps. Et produire un raisonnement, réfléchir, produire un raisonnement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à la fois à transmettre d'une certaine manière un nouveau goût de l'effort aux élèves, mais aussi leur donner le goût de prendre du temps. Et leur donner le goût de prendre du temps alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a tendance à avoir perdu ce goût dans cette société de l'ultra-accélération et essayer d'avoir un rapport plus apaisé au temps, au fait que prendre du temps, c'est pas perdre du temps,
au fait que finalement, il faut réfléchir au bon usage qu'on veut avoir de notre temps et ça réinterroge beaucoup, hein, l'usage du temps au sein de la classe. En dehors de la classe, ça va être un élément, qui est un élément fondamental. Par rapport au rapport à l'effort, et à cette question du temps, j'ai eu un échange, très intéressant, il y a quelques semaines avec une enseignante qui est une enseignante de l'école primaire, qui enseignait dans l'académie de Reims et qui me disait: «N'oubliez pas cet élément fondamental, hein, qui est la capacité des élèves à prendre plaisir et à prendre plaisir à apprendre» et je relisais, suite à cet échange, notamment, les cadrages de nos programmes, de l'école maternelle, qui définissent finalement, comme premier objectif de ces toutes premières années d'école, le fait, d'apprendre aux élèves à être des élèves et de leur apprendre à apprendre et de leur donner surtout le goût d'apprendre et la confiance en eux-mêmes par rapport, au fait, qu'ils sont en capacité d'apprendre et qu'ils sont en capacité d'apprendre, non seulement parce que, ils ont les mêmes capacités que les autres élèves, mais qu'en plus ils peuvent prendre plaisir à cet apprentissage et que le fait d'avoir des résultats instantanés, des résultats, à une question, une image qui se produit de manière instantanée en résultat de calcul, ça leur ôte ce plaisir qu'ils peuvent avoir par ailleurs, par rapport de plus, ce qui est assez intéressant à observer dans la manière dont dans différentes disciplines, on peut réfléchir à l'usage qui est fait à des fins pédagogiques des IA génératives, il y a un certain nombre d'exercices qui sont de plus en plus développés par les enseignants qui en fait, non seulement contribuent à apprendre aux élèves à se servir à leur service de ces outils et pas contre leur apprentissage, mais à leur montrer que finalement, ils sont en capacité d'être plus puissants que ce qui aujourd'hui est considéré par nos sociétés comme les technologies les plus puissantes. C'est-à-dire, finalement de montrer aux élèves qu'il y a, un plaisir à prendre, à utiliser ces outils, presque comme, si je reprends le vocabulaire de la boxe, comme des sparring partenaires qu'ils arrivent à dépasser et pas comme des outils qui finalement seraient en capacité de toujours mieux faire qu'eux-mêmes. Donc pourquoi, finalement faire par soi-même ou faire, l'effort de tenter de réfléchir ou de penser par eux-mêmes? Après, est-ce qu'il y a un biais aujourd'hui, au sein du monde enseignant et plus, largement au sein de l'éducation nationale entre, certaines personnes qui sont plus intéressées par ces technologies et d'autres personnes qui sont moins intéressées par ces technologies? Oui, nécessairement comme en sein de l'ensemble de la société. Mais je pense que quand on regarde, chaque collectif au sein d'une école, au sein d'un établissement, il y a au sein de chaque collectif des enseignants qui ont envie d'aller très vite vers l'utilisation de ces outils, soit l'utilisation de ces outils par eux-mêmes pour préparer leur, séquence pédagogique, soit pour former des enfants à l'utilisation de ces outils. On n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des enseignants qui veuillent aller vers ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y ait des personnes qui aient envie de porter cette dynamique au sein d'une école, au sein d'un établissement, qu'il y ait un partage, qu'on continue aussi sous d'autres formes de pédagogie qui n'utilisent pas du tout cet outil, pour qu'on accompagne les élèves dans l'utilisation de ces outils, mais d'une manière qui soit une manière où on crée une dynamique positive chez les enseignants et pas une forme d'obligation de changer totalement notre manière de faire parce qu'on a des nouveaux outils à disposition. Et c'est cette dynamique collective-là que j'observe, c'est-à-dire que partout, et sur les différents niveaux d'enseignement, il y a un certain nombre d'enseignants qui ont envie d'y aller. Il y a des enseignants qui sont interrogatifs, il y a des enseignants qui sont dubitatifs. À tous, pour leur apporter des formes de réponse et sans doute construire, des formes de réflexion par rapport à ce qu'on propose aux élèves, qui intègrent ces différents niveaux d'engagement des enseignants par rapport aux utilisations qu'ils peuvent faire des intelligences artificielles et notamment des intelligences artificielles génératives. Merci beaucoup pour, ces réponses détaillées sur les deux questions. J'ai envie de rester avec vous, Agathe Cagé, puisque vous nous avez, parlé beaucoup des enseignants et enseignantes et vous savez qu'à l'UNICEF Éducation, on représente tous les métiers de l'éducation. Donc est-ce que vous pourriez encore nous donner peut-être quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle ou intelligence, artificielle, générative, au sein du collectif, établissement ou dans le supérieur, sur des personnels en particulier? On avait une question on avait une question, excusez-moi, sur comment on pourrait, faciliter, le travail administratif dans les métiers qui sont les nôtres. Sur le travail administratif, il y a énormément d'outils qui sont possiblement mis à disposition et il faut vraiment avoir pour me répéter par rapport à tout à l'heure, un rapport très proactif aux outils, dont on a besoin et on peut tous ne pas avoir besoin du même type d'outils par rapport à ce qu'on c'est parties du métier sur lesquelles on souhaite avoir un appui et d'autres parties du métier sur lesquelles on a besoin de moins d'appui.
pour les chefs d'établissement, les adjoints chefs d'établissement. Bien sûr, aujourd'hui, les logiciels qui permettent de faire des emplois du temps sont des logiciels qui sont boostés aux intelligences artificielles et qui permettent aujourd'hui d'intégrer de plus en plus, et ça devrait continuer à se développer en ce sens, un certain nombre de paramètres qui auparavant ne pouvaient pas être pris en compte humainement dans la constitution des emplois du temps. Si aujourd'hui vous êtes capable de prendre en compte la distance entre l'établissement, le lieu d'habitation des élèves, les cercles d'amitié des élèves, les transports en commun dans la constitution de vos emplois du temps, vous êtes en capacité de répondre à un certain nombre de sujets auxquels auparavant vous ne pouviez pas répondre. Après, ça reste toujours le personnel encadrant qui a la main, parce qu'en réalité, c'est le personnel encadrant qui pose la question qu'il souhaite poser à l'outil d'intelligence artificielle générative, et cet outil ne lui apporte des réponses qu'aux problèmes que le personnel encadrant a lui-même posés. Vous avez des outils qui sont proches des outils utilisés par chacun dans son quotidien, de gestion des messages qu'on reçoit, de gestion de l'emploi du temps, de pré-rédaction d'un certain nombre de messages. Il y a des choses qui peuvent changer véritablement la manière de pratiquer, mais qui peuvent presque être de l'ordre du détail, mais permettre de faire gagner énormément de temps. Aujourd'hui, sur à peu près tous les appareils photo, quand vous prenez un texte en photo, auparavant, parfois, vous étiez obligé, sur un bout de texte que vous vouliez réutiliser, de le retaper. Aujourd'hui, vous prenez en photo et vous avez sur votre message directement le texte qui est collé. Vous avez plein de petits outils qui vous permettent de gagner du temps au quotidien. Dans l'utilisation, que ce soit en emploi du temps, en messagerie, en hiérarchisation des messages, en pré-rédaction de réponses, demain également, parce que certains outils le permettent, en réponse sans que vous ayez d'impulsion humaine. Pour moi, il y a un critère dans l'utilisation éthique qui est essentiel, et d'ailleurs, c'est le même critère dans l'utilisation qu'on va pouvoir proposer aux élèves des IA génératives demain, c'est le critère de la transparence et le critère de la confiance. Ça veut dire que quand je fais quelque chose à l'aide d'une IA générative, notamment si je vous réponds à un de vos messages à l'aide d'une IA générative, ben, j'indique que le message n'a pas été rédigé par moi-même en tant que personne, mais par mon IA personnalisée qui vous a proposé un horaire pour une réunion de travail. Si je prends le parallèle en tant qu'élève, vous avez répondu au sujet que je vous ai auquel je vous ai demandé une réponse en vous appuyant sur un outil d'IA. Il faut, par un souci de transparence et de confiance, que vous m'indiquiez l'aide que vous avez eue de la part de l'IA. Je pense qu'on a des outils de plus en plus nombreux qui vont nous aider sur un certain nombre de tâches administratives, etc. Faudra pas oublier cette transparence par rapport aux collègues sur là où j'ai mis un peu d'outils d'IA génératifs pour faire. Parce que si on perd ça, on va perdre la relation humaine et la relation de confiance qui restent des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, je vais redonner la parole à Marie-Caroline Missire en tant que directrice générale de Réseau Canopé, puisque finalement vous êtes aussi une institution, une organisation qui donc peut-être être amenée à avoir utilisé l'intelligence artificielle ou à essayer de voir. Et donc ma question c'est est-ce que dans vos antennes est-ce que dans vos antennes, il y a des réflexions sur l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport aux démarches des personnels, administratifs aussi qui pourraient être associés à votre travail avec les personnels de l'éducation? Eh bien, à Réseau Canopé comme, en miroir aussi de ce qui se passe sur le terrain, il y a eu, à la fois beaucoup d'engouement de nos personnels, de nos formateurs pour tester. Je cite un de nos formateurs qui est absolument, fantastique, qui est dans le Jura, qui s'appelle Bertrand Formet, qui a même lancé, un site qui s'appelle Une IA par jour, que nous avons évidemment intégré à notre, page, qui rassemble toutes nos ressources, notre offre de formation, sur l'IA. Mais voilà, c'est un très bon exemple, de la passion qui anime les personnels, du réseau et qui les amène à partager, leurs expériences, leurs expérimentations, bien au-delà, de l'établissement, et vraiment c'est exemplaire. Alors plusieurs réponses à cela. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a, heu,
créé cette offre de formation, j'y reviens pas, que vous pouvez retrouver évidemment sur nos plateformes, etc. Mais on s'est appliqué à nous-mêmes certains outils dans 2 domaines. Le premier étant la formation elle-même, c'est-à-dire qu'on a testé, on a fait une expérimentation notamment avec une entreprise qui s'appelle Knowledge, pour essayer de voir comment on pouvait intégrer des éléments d'IA dans notre offre de formation. Par exemple, la génération de quiz ou d'exercices en fonction, appliqué à une vidéo. On fait beaucoup de supports de formation asynchrone. Une vidéo canopée sur une thématique, par exemple l'empathie en classe. Dans notre offre de formation, on propose aussi un certain nombre de questions pour voir si cette vidéo est acquise ou en tout cas susciter un certain nombre d'apprentissages pour l'apprenant en formation. Voilà, donc c'est des outils qu'on a testés. Voilà. Mais ce qu'on a vu, c'est que effectivement l'intervention humaine était capitale dans ce geste de formation. Et je pourrais exactement tenir le même discours. D'ailleurs, j'ai tenu le même discours il y a 10 ans quand on parlait des MOOC. On disait oui, le MOOC c'est très bien, mais pour être sûr que l'apprenant capitalise et est vraiment dans une démarche de savoir actif, évidemment l'intervention humaine, le lien humain reste central. C'est absolument la même chose qu'on a pu observer. Ce qu'on a développé, on a développé notre propre bot, enfin outil d'intelligence artificielle générative sur une plateforme qui s'appelle e-INSPE, que nous construisons avec tous les INSPE et qui s'adresse plus particulièrement aux collègues qui débutent dans leur métier ou aux étudiants, et également aux contractuels. Et donc, sur cette offre de formation de 40 à 50 parcours actuellement, donc dans un environnement sécurisé, notre IA interroge ces parcours de formation. Exemple, j'ai une séquence de 2 heures demain avec des CM2 sur l'empathie. L'IA va aller chercher non pas comme ChatGPT ou d'autres dans l'Internet mondial et surtout américain, mais bien sur l'offre de formation de Réseau Canopé, une réponse adaptée à cette question, et elle renvoie l'apprenant, ou en tout cas l'étudiant ou le professeur, à un module de formation qui correspond à sa requête. Et évidemment, elle lui propose en regard la source. Très important. Donc, cette IA qui est évidemment, que vous pouvez tester sur cette plateforme INSPE qui est ouverte à tous, évidemment gratuite et qui est accessible sans adresse académique, avec toute adresse email, c'est intéressant parce que ça propose en fait un accès qui, je pense, va être l'accès qui va être assez généralisé, y compris avec la voix, c'est-à-dire on ne passera plus par des plateformes, on ne passera plus par des interfaces numériques telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais on passera par l'IA personnalisable dont vous avez parlé tout à l'heure, Agathe Cagé, à laquelle on demandera également de se former. Est-ce que tu peux me proposer un module de formation? Est-ce que tu peux me proposer une séquence pour mes élèves demain? D'où l'importance absolument stratégique que les opérateurs publics du ministère de l'Éducation nationale, qui ont cette fonction d'avoir un petit temps d'avance, d'avoir une capacité d'innovation, d'avoir des développeurs maison, de proposer dans un environnement sécurisé, éthique, etc., cette innovation et donc cette forme d'utilisation de l'IA. Voilà, j'ai un cours demain, propose-moi une séquence pédagogique et qui n'est qu'un brouillon, évidemment, et qui peut pas se concevoir et dans une démarche formative. Voilà, je prends toutes les précautions. Pour nos personnels administratifs, il y a une question vertigineuse qui est celle du temps, effectivement. Donc, on travaille toujours en miroir, c'est-à-dire ce qu'on propose en formation pour les personnels administratifs est proposé aussi, évidemment, à l'intérieur de la maison. Dans des métiers qui sont, vous l'avez dit très bien, Agathe Cagé, qui sont des métiers, on le sait, dans nos maisons, qui sont des maisons où il y a un aspect de gestion qui peut être assez lourd. Très intéressant d'utiliser ces outils pour gagner du temps et pour se concentrer sur des tâches de proximité
avec les autres, avec les agents, avec les personnes avec qui on travaille. On sait combien dans nos maisons on manque de temps, on a le sentiment parfois d'être dans l'urgence, ça peut créer et générer du mal-être au travail, on y est très attentif. Mais attention pour autant à cette question du temps, parce qu'à partir du moment où on gagne du temps sur un certain nombre de tâches, la question qui s'invite parfois dans nos échanges sur ces sujets, c'est si j'ai beaucoup de temps, voilà, que va devenir mon métier? Comment vais-je occuper mon temps restant? Et donc, c'est des questions vives, sensibles, qui nécessitent effectivement d'être traitées dans un collectif, d'en parler, de la formation, de l'accompagnement, pour évidemment pas refléter cette rupture générationnelle ça va très vite, donc on peut très très vite, voilà. Et puis donner aussi un cadre. Donc, on a adopté une charte des usages numériques qui englobe l'IA aussi dans l'établissement. Voilà quelques éléments de réponse, mais c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur à la fois essayer d'accompagner ce mouvement, notamment pour les enseignants et pour toutes les personnes qu'on forme, être réactif, être là au bon moment, proposer des formations, ne pas oublier nos propres personnels et être très vigilant sur ce sentiment de voilà, qui peut s'inviter dans nos échanges. Que va devenir mon métier? Voilà. Et effectivement, quand on lit la presse, il y a des études sur le devenir des métiers à l'horizon 2030, etc. Et c'est des réponses qu'on n'a pas encore, voilà, et qui sont susceptibles de se réinventer tous les jours. Donc, on a un vrai rôle à jouer, proactif, et un souci très fort d'accompagnement dans toutes les catégories de nos métiers, voilà, à Réseau Canopé. Merci beaucoup, Marie-Caroline Missire. Donc, je pense que sur ce dernier point, vous avez fait une transition naturelle sur peut-être des éléments que pourra nous développer Agathe Cagé sur que peuvent devenir nos métiers ou quel impact sur nos métiers. Mais avant, j'aimerais revenir un petit peu sur vos propos, Marie-Caroline Missire. Vous nous avez démontré finalement qu'à Réseau Canopé, vous avez une utilisation raisonnée avec beaucoup d'esprit critique dans l'usage que vous faites de l'intelligence artificielle, notamment générative. Mais qu'en est-il des élèves? On n'a pas encore parlé des élèves. Donc là, sur cet élément-là, je propose qu'on donne dans un premier temps la parole à Agathe Cagé, puis ensuite peut-être à Marie-Caroline Missire en rebond. Donc, comment aider les élèves à exercer leur esprit critique face à l'intelligence artificielle, notamment générative? Donc j'ai une conviction qui est une conviction profonde. On va avoir besoin de former toutes les générations de citoyens et dès à présent à comprendre ces outils, à comprendre leur fonctionnement, alors que c'est des outils qui sont relativement complexes. Le fonctionnement algorithmique, c'est pas quelque chose qui est neutre. Et si vous ne comprenez pas ce que l'outil vous propose, je ne dis pas qu'il va falloir qu'on forme très vite les élèves dès le CP à faire eux-mêmes des algorithmes d'IA générative, mais s'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire un modèle probabiliste, s'ils ne savent pas que c'est ce type de modèle probabiliste qui est au fondement des intelligences artificielles génératives, ils ne vont pas comprendre ce qui leur est proposé. Ce qui va être problématique pour eux dès leurs premières utilisations des outils, parce que ils vont pas comprendre quels sont les choix qui leur sont proposés quand ils vont demander aux outils à les appuyer en français, en mathématiques, et ce qui va être problématique plus tard quand ils vont devenir des citoyens et quand ils vont devenir des professionnels. Donc il y a une exigence, à mon sens, qu'il y a uniquement l'école qui est capable de le faire, uniquement l'école parce que nous n'avons que l'école pour former l'intégralité de nos générations de citoyens, uniquement l'école également parce que finalement aujourd'hui la société dans sa globalité est encore en train de tâtonner, de découvrir ce que sont les IA génératives. Donc, on peut pas attendre des parents de manière égale d'appuyer dans leur découverte et leur utilisation des IA génératives les enfants sans craindre que si ça soit laissé aux familles, il y ait des inégalités fondamentales qui se développent. Donc, à mon sens, c'est une exigence que très tôt, et ça peut se faire sur certaines pédagogies, sur certains exercices, sur certains apprentissages dès l'école élémentaire, et une exigence d'accompagner très tôt les élèves dans leur découverte des IA génératives dans leur découverte des IA génératives, non pas pour les apprendre à donner des consignes, prompter pour le dire différemment, mais dans leur découverte des IA génératives, regarde ce qui peut être proposé, regarde les outils que tu croises au quotidien, peut-être dans les mains de tes amis, peut-être dans les mains de ta famille. Et ces outils-là, je vais t'accompagner dans leur compréhension et dans leur utilisation
non pas pour que ça soit une utilisation finalement qui va te desservir dans tes apprentissages, parce que tu vas croire qu'à très court terme, ça te servirait, mais en fait, si tu as pas toi-même les fondamentaux des apprentissages, ça va te desservir. Mais au contraire, on a des outils dont tu peux te servir pour progresser dans tes apprentissages, pour progresser dans tes apprentissages quand on a des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de suivre les progrès de manière très individualisée des élèves, mais aussi dans tes apprentissages, parce que ça peut t'aider à rédiger, ça peut t'aider à mieux apprendre une langue étrangère, ça peut t'aider à mieux comprendre tel ou tel élément. Mais ça ne peut se faire, à mon sens, qu'au sein des classes, avec des enseignants qui, sur certains temps, pour certaines connaissances et compétences, sont aux côtés des élèves pour les accompagner. Et je sais que c'est une exigence extrêmement difficile que ce type de discours fait peser sur l'école. D'abord parce que on a des technologies avec des nouveautés fondamentales qui changent en permanence. On a une course aux nouvelles technologies d'IA. Hier, il faut utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, il faut utiliser Mistral. Demain, peut-être d'autres types de technologies, avec en plus les exigences d'aller vers des outils qui sont des outils souverains, d'aller vers des outils qui permettent de contrôler sur quelle base de données sont entraînés l'outil, etc. On a une forme de course à l'outil en permanence. Donc non seulement on demande aux enseignants de se servir de ces outils, d'accompagner les élèves dans leur utilisation, mais en plus d'être d'une certaine manière connectés à cette nouveauté en permanence sur les outils. Mais je pense que si l'école ne fait pas ça, si l'école ne fait pas ça, demain, on va avoir des élèves qui, malheureusement, par la pratique qu'ils vont avoir de ces outils en dehors de la classe, vont se fragiliser énormément dans leur apprentissage. Et demain, on aura en plus des citoyens qui vont pas être en mesure de se servir pour augmenter leur puissance de ces outils, mais qui vont se laisser instrumentaliser par ces outils. Ce qui veut dire, je fais une toute petite incursion, un petit pas de côté, par ailleurs que, à mon sens, en mathématiques, sans doute que le socle de connaissances et de compétences auquel il va falloir former l'ensemble des élèves va devoir être demain plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que les exigences de compréhension de ce que sont les probabilités et les algorithmes, à mon sens, demain, va devoir être maîtrisé à assez haut niveau par l'ensemble de nos futurs citoyens, pour pas qu'ils se fassent manipuler par ce qui pourrait être sinon des super outils à leur disposition. Merci beaucoup, Et Gatka. pardon, Pardon, je me permets juste un instant d'abonder dans le sens de ce qu'a dit Marie-Caroline Missire. C'est vrai que le sujet est vertigineux euh, dans un grand nombre de métiers, et y compris le métier d'enseignant sur le temps gagné et qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va être réparti et ce que va être mes métiers demain. Il y a un avenir qui est un avenir non seulement que je ne défends pas, mais que je ferai tout pour combattre, mais qui est expérimenté dans certains États et dans certaines villes des États-Unis, où vous mettez les élèves pendant une demi-journée devant un ordinateur et vous considérez qu'ils ont acquis plus de connaissances et de compétences pendant ce temps-là. En réalité, il n'en est rien parce que vous oubliez deux choses fondamentales. D'abord, la capacité de l'enseignant par la pédagogie à faire apprendre les élèves. Et deuxième chose fondamentale, c'est que l'école est un lieu du lien social. Dans un grand nombre de métiers, et ça c'est l'idéal, il va falloir le construire. Ça ne tombera pas du ciel si on ne construit pas ça de manière proactive dans un certain nombre de métiers. Sans doute que ce temps gagné, il faudra le repenser pour du temps au service du lien entre une communauté au sein d'un établissement, du lien entre les élèves, du lien entre les enseignants. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on est finalement dans tous les métiers d'éducation assez de temps par rapport au temps qu'on voudrait passer avec les autres pour échanger, pour améliorer nos pratiques, pour partager des informations, ou ne serait-ce que pour avoir ce temps de sociabilité qui se perd de plus en plus. Si on arrive à faire du temps gagné par les IA, du temps qu'on remet sur la relation sociale, on aura gagné beaucoup. Si on fait du temps gagné par les IA, du temps dont on se sert pour réduire les effectifs, si je le dis de manière un peu crue, on va perdre beaucoup. merci beaucoup sur tous ces points de vigilance. Du coup, je reviens vers vous, Marie-Caroline Missière. Donc, en vous reposant cette question-là, si vous souhaitez compléter ou pas, je vous laisse libre sur ce point. Comment on devrait finalement aider les élèves à se saisir au mieux de l'intelligence artificielle
et donc à exercer leur esprit critique, ou si vous souhaitez rebondir sur les Oui, propos oui. d'Agathe Cagé là-dessus. Oui, ça m'inspire beaucoup de choses. Peut-être en préambule vous dire que j'ai fait partie de la commission écran, réunie, l'an dernier, à l'initiative, du président de la République avec beaucoup d'autres experts, une dizaine d'autres experts, dont le chercheur, Grégoire Borst, qui intervient beaucoup, dans nos formations. Et en fait, on est quand même dans un moment, très, paradoxal et qui interroge beaucoup les communautés éducatives. À la fois de très forts, rejet, ras-le-bol, réinterrogation sur la place du numérique dans la vie des enfants et dans la vie des adultes, en l'occurrence. Attention, une attention captée, en permanence, et encore une fois, hein, ne stigmatisons pas les usages des jeunes, regardons nos propres usages, hein. Voilà, donc le sujet de la technoférence et cetera, et qui s'invite au moment même où on vit une accélération technologique majeure, qui pose des questions vives, sur, est-ce qu'il faut éduquer à l'IA? Comment? Quelle est la place des métiers éducatifs? Quelle est la place de l'enseignant? Enfin, tout ce qu'a très bien dit, Agathe Cagé. Et on est dans ce moment-là et ça s'invite évidemment, dans les réflexions, de nos personnels politiques, et ça donne lieu à beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens de la commission sur les écrans, c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental et qui nous a fait tous converger alors qu'on avait des positions, assez différentes, notamment sur l'école. C'est la place de l'enfant dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire grandir, devenir un citoyen, devenir adulte au XXIe siècle? Et je crois on sous-estime ce que vivent les enfants, les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire grandir dans une famille où on va peut-être pas s'asseoir autour de la table pour dîner et chacun va être sur son portable? Qu'est-ce que ça veut dire grandir où il y a un accès, aux réseaux sociaux et cetera? Et qu'est-ce que ça veut dire grandir avec l'IA? Bon, et ben, c'est des questions que, quels que soient nos âges, autour de cette conférence, et nos vécus, on n'a pas vécu comme ça. Et donc c'est fondamental qu'aujourd'hui, nous, éducateurs, à plus forte raison, philosophes, engagés dans la société, on puisse être très, très attentifs à ce sujet. Enfin voilà, la place de l'enfant dans la société, la place de l'enfant dans l'espace public, la place de l'enfant à l'école. Et donc ça doit être un lieu qui à la fois émancipe, donne le goût de l'effort et du savoir, notamment avec des outils numériques, avec un usage raisonné, parce que ces outils-là permettent d'accéder au savoir, permettent d'émanciper. Ce sont des outils aussi qui permettent d'accéder à la sociabilité. On a oublié la solitude du Covid, mais c'est un sujet majeur. Et enfin, c'est aussi un lieu qui doit préserver l'enfant d'un usage qui serait passif, récréatif uniquement, ou absolument délétère de ces outils. Et l'IA s'invite là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'en termes de compétences, pour ajouter à ce qu'elle dit Agathe Cagé, moi ce qui me frappe aussi, et c'est en écoutant des professeurs notamment de philosophie que ça m'a absolument convaincue, la maîtrise du langage, quand on doit effectivement prompter. Alors on est en train de passer un usage avec la voix, vous me direz, mais la maîtrise du langage, de la précision du vocabulaire pour adresser une commande à un robot ou à une IA, ça c'est quelque chose de fondamental. Et donc là, on risque d'avoir des inégalités sociales majeures. On sait très bien que l'accès au langage, d'ailleurs il y a un lien entre usage des écrans pour les tout petits et développement du langage. Je vous renvoie à l'étude de la DEP qui est sortie il y a quelques jours, qui donne des éléments très éclairants sur ce point, aux recherches de Grégoire Borst ou de Jonathan Bernard, qui sont membres de cette commission dont je parlais tout à l'heure. Donc là, le langage, voilà, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est dans les savoirs fondamentaux, mais qu'il faut remettre en avant. Voilà, on parle beaucoup d'esprit critique, mais au fond, je pense qu'il faut décomposer un peu cette notion pour savoir de quoi on parle exactement. Moi, plus d'esprit critique, j'irais plus loin en disant c'est la pensée analytique qui me paraît extrêmement importante. J'ai pas forcément le temps de développer totalement l'idée, mais c'est-à-dire la capacité à raisonner. Alors c'est vrai que
Vous demandez à une IA de produire un raisonnement, bon, elle produit un raisonnement, d'accord. Mais la capacité à raisonner, la capacité analytique au sens grec du terme, c'est-à-dire le dialogue avec l'autre, bon, un robot et avec l'autre, c'est-à-dire je défends mon idée, je rebondis sur mon idée, je mets en perspective ce que tu as dit, etc. Donc ça embarque l'esprit critique, mais je trouve ça finalement peut-être plus ambitieux et c'est quelque chose de fondamental dans l'acte éducatif, le dialogue aussi. Et on voit que ça passionne les élèves et les adolescents de avoir des débats sur le monde qui les entoure. On vit quand même dans une actualité qui est particulièrement dense, qui mérite d'être décryptée. Voilà, donc ça, voilà, le dialogue, le débat, la pensée analytique, c'est des choses qui me paraissent absolument fondamentales à préserver. La créativité, voilà. Et un dernier élément, et là, je pense qu'on est sur un sujet majeur, le discernement. Le discernement, et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans l'étymologie du mot discernement, concrètement, ça veut dire séparer les éléments. Et on retrouve cette idée de pensée analytique. On sépare des éléments, on les met en regard les uns les autres, on lit, on délie. Et le discernement, c'est le discernement aussi entre le bien et le mal, entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. C'est la capacité. Donc plutôt qu'esprit critique, moi je parlerais ça de discernement. Et je pense que là, on est sur un geste éducatif partagé. On est dans la coéducation aussi, on est dans la responsabilité éducative et c'est une très belle ambition à l'ère de l'IA pour dépasser en fait ce sujet qui est de dire il faut former à l'IA certes, mais comment, qu'est-ce qu'on fait pour donner toute la valeur à ce métier d'éducateur. Et je pense que là on a des chemins passionnants à emprunter. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée et à deux voix et qui donne, à mon avis, de nombreux éléments de réflexion à nos participants et participantes à ce webinaire. J'ai envie de passer à une autre question de nos participants et participantes, puisque vous êtes nombreux à participer activement et nous vous en remercions. Les questions nous sont bien transmises et une des questions est sur les outils d'intelligence artificielle qui ont un coût financier et que finalement la question est de savoir si leur développement à l'école ne va pas accentuer les inégalités sociales, pardon, qui sont déjà très très présentes aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaiterait répondre sur. Ben, sur les coûts financiers, peut-être qu'effectivement, il y a un coût financier et écologique. Ça interroge aussi beaucoup les élèves d'ailleurs. Hein. Donc, je pense qu'il faut être très attentif. Alors, le ministère a annoncé un certain nombre d'initiatives, notamment un P2IA, c'est-à-dire un appel à projet pour développer des IA maison. Ça répond aussi à certaines questions que nous adressent les personnes qui nous écoutent. Donc, oui, il faut être attentif au coût. On est dans un moment, on le sait bien, de très grande tension budgétaire. Voilà, mais je crois que en tout cas, nous, ce qui s'invite dans nos formations, c'est une question peut-être d'abord sur le coût écologique, sur l'éthique, toutes les questions qu'on a balayées ensemble. Le coût financier revient moins parce que précisément, c'est lié à la très grande accessibilité des outils aujourd'hui qu'on a sous la main, si j'ose dire, qui paraissent gratuits, qui le sont évidemment pas. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut absolument, absolument que opérateurs de l'éducation nationale, ministère, enfin, c'est-à-dire que que notre maison développe des outils souverains accessibles à tous et peut-être au-delà de notre simple ministère au niveau européen. Je pense qu'on a vraiment, voilà, où il y a effectivement des sources de financement aussi qui peuvent accompagner cette ambition à la mesure des coûts que cela représente. Merci. Agathe Cagé sur sur ce sujet peut-être ou sur la nécessité, si vous le souhaitez, soit sur les inégalités sociales via cet outil aujourd'hui gratuit, ou alors en complément peut-être sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, peut-être en rentrant dans le détail de pourquoi il faut bien se prémunir des dangers et avoir un outil souverain, comme le disait Marie-Caroline Messier. Sur la gratuité, je rejoins Marie-Caroline Messier, c'est-à-dire que ce sont des outils aujourd'hui en IA générative qui sont des outils
facilement et quasi gratuitement accessible. Il y a 2 points pour moi, il faut pas ignorer, et c'est là où le sujet des inégalités peut être un sujet majeur, que il y a sans doute 15% des élèves qui ont quand même pas accès à l'extérieur à ces outils, parce que c'est quasi gratuit, mais ça demande un téléphone parental équipé. Si on parle des plus jeunes, un accès à Internet, etc. Donc 15% n'est pas dans le neutre. Vous avez des versions qui sont des versions payantes, vous avez des versions gratuites, vous avez quand même des types de qualité d'outils qui sont extrêmement diverses. Donc entre ce qu'on faisait tous, qu'on tentait de passer les premiers prompts à ChatGPT il y a maintenant 18 mois, 2 ans, et ce que certains outils permettent de faire, il y a quand même des différences qui sont des différences extrêmement fortes. Et en termes de problématique des inégalités, surtout pour moi, la problématique majeure est pas tant une problématique en termes de coût économique que d'un certain nombre de jeunes qui vont être accompagnés en dehors de l'école dans leur prise en main de ces outils, et d'autres jeunes qui n'auront pas d'accompagnement en dehors de l'école. Donc, à mon sens, ce point fondamental du rôle que l'école a joué pour accompagner l'ensemble des jeunes à l'utilisation de ces outils, pour qu'aucun, tout d'un coup, ne se retrouve démuni, alors qu'une partie de sa classe d'âge sera déjà extrêmement en avance par rapport à l'utilisation de ces outils. Il y a un vrai risque sur ce sujet-là en particulier, d'inégalité entre des jeunes au sein d'une classe d'âge. On n'a pas encore résolu dans l'école française notre problème majeur du déterminisme social. Il faudrait pas que, en plus, cette arrivée subite des IA génératives contribue à le renforcer. Pourquoi il faut des outils souverains? Je vais te dire trop vite pour y répondre sérieusement, mais pour énormément de dimensions. D'abord parce que il y a des enjeux Marie-Caroline l'a dit tout à l'heure. Il y a des enjeux de nature des données dont on se sert pour entraîner les algorithmes d'IA. Si on entraîne nos algorithmes d'IA que sur certaines données anglo-saxonnes ou sur des données qui ne sont pas vérifiées, etc., on n'aura pas les mêmes résultats. Il y a des enjeux de protection des données sur lesquels on va demander aux outils d'IA de travailler. Nos données ne seront protégées que dans le cadre d'outils développés souverainement. Au niveau français, ça va être difficile. Au niveau de l'Union européenne, c'est ce vers quoi on se dirige, avec des grands acteurs français. Mais ça pourra sans doute ne se faire qu'au niveau de l'Union européenne. Et puis des outils souverains, ça nous permet aussi de nous imposer dans la compétition internationale en imposant nos normes et en imposant notamment nos normes éthiques. C'est-à-dire que l'enjeu pour l'Union européenne demain, en termes de valeur par rapport aux usages de l'intelligence artificielle, ça va être un enjeu équivalent au positionnement aujourd'hui de l'Union européenne en termes de valeur par rapport à ses attentes en matière d'écologie, de protection de la planète et de lutte contre le changement climatique. Soit l'Union européenne peut se positionner comme un acteur qui affirme, défend et une sorte de phare en termes de valeur au niveau mondial en tant que grande puissance géopolitique, économique et numérique. Et ça ne peut se faire qu'avec ses propres outils souverains, parce que vous fixez pas des règles si vous développez pas vos outils. C'est pas vrai. Soit l'Union européenne ne le fait pas, et il y a un grand risque à la fois sur la nature de ce que d'autres des outils développés par d'autres acteurs vont nous proposer, que ces acteurs soient les États-Unis ou soit la Chine. Il y a des grands risques sur les données qu'on pourra partager, et ça c'est un risque sur l'ensemble des données, que ce soit les données puissance publique, mais aussi pour l'ensemble de nos grandes entreprises européennes. Et puis il y a un risque aussi, il faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, on est sur des modèles d'IA générative et quasi gratuits sur lesquels on va prendre de plus en plus des habitudes de travail. Et quand vous n'avez pas des outils qui sont souverains, demain on vous coupe l'accès aux outils, vous perdez énormément. Et cet accès aux outils ne restera pas gratuit et en totale liberté dans les années à venir. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Là, on a des outils sur lesquels des habitudes sont en train d'être créées. Quand on va parler du véritable prix économique de ces outils et des modèles économiques qui seront mis en place derrière, la France et plus largement l'Union européenne aura tout intérêt à avoir pris la main sur ces propres outils pour être un acteur majeur à la table des négociations et pour un acteur indépendant de ce que d'autres acteurs feront. D'une certaine manière, si je veux faire une analogie, les technologies d'IA générative notamment, les technologies d'IA plus largement, il faut penser notre rapport à cette technologie de la même manière qu'on
force notre accès au gaz. Il faut Mmh. mieux être en mesure de produire notre propre gaz ou d'avoir d'autres sources d'énergie. Parce que si on n'est pas en mesure de le faire, tout d'un coup, géopolitiquement, économiquement et là socialement, parce que les individus intègrent ça dans leur quotidien, on sera extrêmement fragilisé et même extrêmement faible. Merci beaucoup pour cette, longue réponse très très intéressante sur les enjeux de souveraineté, numérique et d'intelligence, artificielle. On n'a pas évoqué non plus les par exemple, les enjeux de stockage de données, mais qui sont liés bien évidemment à tout ce que vous avez dit de façon évidente. Alors on a une question dans la salle sur l'intelligence artificielle, pourrait-elle vraiment alléger le travail d'évaluation des enseignants? Et sur ce point, j'aimerais en profiter pour apporter un témoignage de ce qu'on a pu observer en Bavière dans le cadre de notre séjour Erasmus cofinancé par l'Union européenne, puisqu'on on a eu la chance de rencontrer le secrétaire d'État aux affaires éducatives de la Bavière, qui nous a expliqué que eux, ils souhaitaient s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour aider les enseignants et que leur objectif, c'était d'améliorer les conditions de travail et donc de répondre ainsi au manque d'attractivité du métier enseignant. Voilà, donc juste un petit élément, mais vous, du coup, quelle réponse souhaitez-vous apporter de votre point de vue et votre recul sur l'intelligence artificielle qui pourrait alléger le travail d'évaluation des enseignants? Peut-être Agathe Cagé dans un premier temps et puis Marie-Caroline Messière en complément si vous le souhaitez. Si les enseignants le souhaitent et dans le cadre défini par les enseignants. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que si les enseignants peuvent avoir des outils qui prennent en charge pour eux une partie de leurs tâches évaluatives, qu'ils ont défini le cadre de ce que ces outils font, de ce que ces outils leur proposent aussi en retour sur l'évaluation, ce qu'ils peuvent en tirer, etc., en matière de pédagogie, alors c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Si c'est des outils qui n'ont pas été pensés précisément par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs attentes et par rapport à leurs attentes également en retour sur les évaluations, alors on va pas être sur quelque chose qui est adapté à ce que seront véritablement leurs besoins. Je me permets juste de vous donner une illustration, mais qui à mon sens peut dire quelque chose de ce qui peut se jouer. Moi-même, à titre personnel, il y a plusieurs années, j'enseignais dans le supérieur et j'avais énormément, une centaine de copies assez longues à corriger et j'enseignais de manière parallèle à une autre carrière professionnelle et un de mes sujets, c'était de me dire, je reviens sur votre sujet de l'attractivité, ah ça me prend trop de temps par rapport au temps que je voudrais consacrer à l'enseignement. Et partant de ce fait, j'ai obtenu dans le cadre d'échanges qu'un collègue prenne en charge mon travail évaluatif pour me concentrer uniquement sur ma charge d'enseignement. La conséquence que ça a eu pour moi assez vite et à très court terme, c'est que j'avais plus le retour tel que je le souhaitais sur la compréhension qu'avaient mes étudiants de ce que je leur enseignais. Et n'ayant plus ce retour, j'ai créé un décalage par rapport à ce que j'enseignais et par rapport à leurs attentes et par rapport à leurs besoins. Parce que j'avais vu la tâche d'évaluation comme une forme, dans ma naïveté, de première année d'enseignement, comme une forme de contrainte, alors qu'en réalité, ça nourrissait énormément ma pratique d'enseignant. Et à mon sens, il faut penser avec ces problématiques-là en tête, les outils d'IA génératifs permettant d'alléger une partie de la tâche évaluative. Ça peut être quelque chose d'extrêmement utile, mais que si ça répond véritablement aux besoins tels qu'il est formulé par l'enseignant, pas si ça a finalement été pensé. Je pense pas que c'est ça exactement ça l'exemple de Bavière que vous développiez, mais pas si ça a été pensé finalement un peu d'en haut en disant bon, on va recruter des enseignants en disant vous ne ferez plus les évaluations, mais sans avoir pris le temps finalement de réfléchir avec eux sur le moment où l'évaluation était quelque chose fondamental pour leur pédagogie. J'en profite pour m'excuser. Je suis vraiment désolée et je vous remercie vraiment pour votre invitation, euh, pour votre présence à tous et Marie-Caroline Messier pour ces échanges. Je vais devoir vous quitter un peu avant la fin de ces échanges, mais ça a été vraiment enrichissant pour moi de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup à Moi nouveau pour aussi. votre participation, Agathe Cagé. Je confirme à tout le monde qu'on continue bien le webinaire jusqu'à 19h30 avec Marie-Caroline Missire et Béatrice Laurent, puisque Marie-Caroline Missire va pouvoir compléter la réponse sur l'évaluation chez les enseignants.
puisque je crois que Canopé a travaillé là-dessus aussi activement. Oui, je me suis permis de répondre à la question posée par un lien dans le chat qui renvoie sur une page où vous allez trouver nos ressources et nos propositions de réponse à cette question, notamment sur la construction d'évaluation. Donc ça me paraissait pertinent de renvoyer au travail de mes collègues sur cette question. Et ce que j'ai pu noter, moi, ces derniers mois, dans mes différentes rencontres, et cetera, c'est que, je vous l'ai dit, la question de l'évaluation du temps de correction des copies est un sujet et des modes d'évaluation qui changent avec l'IA, qui croisent les 2 principaux intérêts de l'IA: gagner du temps dans des métiers qui sont très chronophages pour certaines disciplines, sur la correction et l'évaluation. Et puis, l'IA qui, par tout ce qu'on a décrit de ses potentiels éducatifs, remet en question la place de l'évaluation. Et donc, j'ai vu des solutions que je ne citerai pas, mais qui sont aujourd'hui expérimentées, notamment dans l'Académie de Lyon, et avec nos collègues de Canopé de Lyon, qui proposent avec l'IA une correction automatisée, mais prenant en compte des paramètres très avancés pour respecter et les données des élèves, évidemment, anonymiser les copies, mais permettre un gain de temps spectaculaire pour l'enseignant. Donc j'ai vu une de ces solutions qui me parut très convaincante. Donc, je pense que si vous êtes dans l'Académie de Lyon, vous pouvez avoir croisé cette solution dans vos pratiques. Et puis par ailleurs, un autre duo d'enseignants qui a développé sa propre solution déployée dans son établissement. Donc pareil, je ne cite pas la solution, mais si vous voulez en savoir plus, je transmettrai. Qui propose quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire une IA intégrée à un environnement sécurisé, donc de type ENT, où l'enseignant va pouvoir saisir un certain nombre de caractéristiques de ses élèves, mais de façon sécurisée, anonymisée, pour créer en fait un outil qui va encourager l'élève en direct. J'ai un devoir à rendre, donc l'IA sait que cet élève a par exemple des difficultés d'expression écrite, etc. Et va proposer en fait via une technique de chatbot des conseils personnalisés pour cet élève. Donc, aie confiance, entraîne-toi à écrire, je peux t'aider à rédiger, etc., en fonction de ce que l'enseignant aura paramétré comme réponse personnalisée pour l'élève. Et c'est un outil qui permet en fait la montée en compétences, la confiance en eux des élèves. Donc voilà 2 exemples développés par des enseignants qui connaissent bien les environnements éducatifs, qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Et donc, on en parlera lors de la journée du 25 juin dont j'ai parlé tout à l'heure, accessible partout sur le territoire et dans vos ateliers Canopé et depuis Lyon où nous serons le 25 juin. Voilà. Merci beaucoup pour ces exemples concrets et puis au plus près des préoccupations des collègues sur le terrain. Et donc, pour passer à la question suivante de nos participants au webinaire, un petit peu qui s'allie, mais qui va plus loin sur l'ensemble des personnels, c'est l'intelligence artificielle va-t-elle alléger la charge de travail des personnels au service de la qualité de vie au travail, ou alors plutôt être un facteur de suppression de postes? Est-ce que bon, vous avez en partie répondu à cette question-là déjà, mais peut-être vous pourriez compléter cet élément. Alors, de manière générale, je pense qu'il faut avoir dans la période actuelle que nous traversons, hein, de très fortes tensions budgétaires tous azimuts. Je dirais qu'il faut évidemment avoir une très grande vigilance sur le sujet. C'est vrai que dans les échanges que j'ai pu avoir au sein de l'établissement, qui, je vous l'ai dit, hein, est très allant pour proposer des solutions, des formations, les tester, etc., il y a quand même parfois aussi ce vertige de se dire le rapport au temps, etc. Donc, on a des études aujourd'hui qui montrent que dans certains métiers, il y a une destruction d'emplois. Mais moi, les études que j'ai pu consulter, je renvoie notamment aux études de France Stratégie sur les prévisions
et c'était une étude que j'ai en tête qui date de la fin de l'année 2024, de besoins d'emploi dans toute une série de métiers à l'horizon 2030-2040, montre bien que pour ce qui est du métier enseignant, c'est des métiers où on va avoir besoin encore de beaucoup d'humains et de plus en plus. Donc, je pense qu'on est dans des métiers où il faut à la fois avoir une très grande vigilance parce qu'on est dans un contexte de très grande tension, budgétaire notamment, mais les études montrent que les métiers de la relation, et je ne parle pas que du métier enseignant, les métiers de la relation sont aussi des métiers administratifs, sont des métiers où on va avoir besoin, les métiers du soin aussi bien entendu, sont des métiers où on va avoir besoin d'humains. Bon, c'est assez tautologique ce que je dis. Donc moi, je ne crois pas fondamentalement que l'IA générative appliquée à notre domaine va détruire de l'emploi. Et en tout cas, il faut qu'on soit extrêmement allant et rapide sur la capacité à ingérer toute cette innovation, à former. On doit vraiment cette formation à tous. Il y avait une question sur la formation, comment faire pour former. Voilà, ben, c'est à ça que on peut servir aussi de mettre à disposition de nos collègues DRAN, de nos collègues DAN, de nos collègues des écoles académiques de formation, de nos collègues du ministère, tout ce dont j'ai parlé, parce qu'on sera évidemment, on aura besoin de se mettre tous à cet effort de formation. Euh, voilà, et donc extrêmement vigilant sur les réponses qu'on peut apporter, qu'elles soient bien équilibrées, bien proportionnées. J'ai pas une réponse précise à cette question parce qu'on ne sait pas. Voilà. Mais il y a une responsabilité, je dirais, politique et une responsabilité de nos services publics, euh, voilà, pour être aux côtés des usagers et être très vigilant sur ces conséquences, euh, sur les conséquences les plus désastreuses qu'elles pourraient avoir. Oui. Et je crois que sur ces enjeux de formation, on voit bien aussi la nécessité d'avoir des acteurs de la formation qui sont réactifs et que tous les acteurs de formation n'ont pas forcément la même flexibilité. Et donc, notamment, puisque la personne qui nous posait la question dans le chat s'inquiétait par rapport au ministère avec des moyens limités et un temps court de la capacité à entrer en formation. Je crois que vous avez montré avec ce que vous avez exposé sur le travail du réseau Canopé depuis l'arrivée, 2 notamment, ans. comme vous l'avez détaillé, depuis novembre 2022, la flexibilité, la réactivité, et puis comment vous nourrissiez aussi le processus en interne de formation avec les collègues. Il y a un élément que vous avez évoqué tout à l'heure sur le travail interne de Canopé, sur lequel je vous proposerai volontiers de détailler un peu si vous en êtes d'accord, peut-être sur Mhm. les éléments de votre charte interne numérique, et, puisque vous avez dit qu'elle intégrait une partie intelligence artificielle, mais on peut aussi s'intéresser à comment vous avez abordé le sujet global de l'usage numérique en interne à Canopé. Ben, on l'a abordé premièrement en collectif, dans le cadre du dialogue social, et en essayant, ce qui n'est pas toujours facile, ça peut paraître paradoxal, de se nourrir de l'expertise qu'on met à disposition à l'extérieur. Voilà. Et effectivement, ce réinvestissement dans l'établissement de toute la connaissance, de l'expertise, notamment sur l'IA, mais sur le numérique en général, qu'ont nos collègues, c'est quelque chose qui est très précieux, mais qui est pas forcément facile à organiser. Donc on a fait évoluer cette charte assez récemment. Donc dans le cadre aussi du dialogue avec nos organisations syndicales. Donc un point d'attention, c'est les outils que nous utilisons au quotidien, le respect des données et du RGPD plus globalement. S'agissant de l'IA, je vous donne un exemple très concret sur cette charte, c'est-à-dire évidemment ne pas transmettre aux IA que nous sommes amenés à utiliser dans l'établissement, mais il y a une utilisation très comment dire, précautionneuse d'outils grand public. Vous m'entendez encore là? Oui. Euh, ne pas livrer ou en tout cas communiquer des éléments confidentiels relatifs à la vie de l'établissement
ou comprenant des données personnelles des agents. Voilà, par exemple, les cas d'usage. Et évidemment, ça paraît assez, comment dire, évident de le dire, mais quand vous voulez rédiger un courrier, quand vous voulez euh, produire une expertise juridique ou autre, vous êtes assez rapidement confronté à des choix éthiques. Euh, voilà. Donc, effectivement, l'idéal serait d'avoir un outil IA pour les administrations, la direction interministérielle du numérique rattachée au service du Premier ministre a créé un certain nombre d'outils. Je pense que vous avez entendu parler d'Albert, qui est un outil qui a été déployé au sein de l'État. Il y a d'autres outils. Il y a un outil qui s'appelle aussi Comparia, qui est un outil développé par l'État qui permet de comparer les IA. Et donc, voilà, on teste, mais je vous réponds très modestement parce que d'une semaine à l'autre, on pourrait enrichir, reformer nos groupes de travail et enrichir ces principes dont je vous parle. Donc, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de ce personnel, de ce formateur qui publie tous les jours une IA par jour, est extrêmement précieux pour nous pour faire cette évolution. Et puis enfin, dernier élément de réponse, on a un groupe thématique national, donc une communauté apprenante interne, qui travaille sur les sujets numériques et qui alimente également des deux côtés, sur deux jambes, hein, notre offre de formation évidemment, mais notre réflexion interne sur les usages, notamment à travers la charte dont j'ai parlé, et qui n'a pas vocation à être communiquée pour le coup, qui est vraiment un outil interne. Mais voilà quelques éléments de réponse, mais on avance en marchant et de manière très, très modeste. Eh bien, donc nous espérons que le ministère saura trouver les réponses adaptées à cet outil. Finalement, vous en parlez beaucoup dans les questions qui devraient être finalement adaptées aux pratiques de l'éducation nationale, aux pratiques des collègues, et puis donner les protections nécessaires. Marie-Caroline Missire, nous vous remercions beaucoup pour l'ensemble de ces éléments que vous avez partagés avec nous. Et C'est moi qui vous remercie. Béatrice, je te repasse la parole pour la conclusion de ce webinaire. Oui, peut-être on peut, en prolongement de ce que vous venez juste de dire, Marie-Caroline, préciser que notre ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Éducation nationale vient de publier un cadre d'usage de l'intelligence artificielle qui a été rendu public cette semaine au bulletin officiel, mais qui est un cadre d'usage qui a été concerté, travaillé pendant presque 1 an, hein, en tout cas plus de 6 mois, et Marie-Caroline Missire a fait partie des personnes concertées, mais les organisations syndicales aussi, nous y avons aussi pris part, et aujourd'hui, on a ce cadre-là qui existe et qui demande à être connu et qui va être en phase d'acculturation auprès de nos collègues, puisqu'il s'adresse à la fois aux enseignants, mais aussi à tous les personnels, hein, aux 2 millions d'agents de notre grand ministère. Donc c'est un document qui a le mérite d'exister et qui sera sans doute évolutif parce qu'on voit pas très bien comment il peut être définitif alors que la technologie bouge tous les jours. Mais en tout cas, voilà. Donc aussi, bien évidemment, nous remercions nos intervenantes et nous donnons rendez-vous à tous les participantes et participants de ce webinaire au prochain événement que nous organisons à l'UNSA Éducation. C'est un événement qui est ritualisé, qui s'appelle les rendez-vous annuels de l'éducation, des métiers de l'éducation de l'UNSA. Ils se dérouleront pour la 5e édition consécutive du 17 au 21 novembre 2025. Et cette année, nous avons décidé de mettre en discussion et en intelligence collective en intermétier l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers. Donc, des journées qui seront organisées dans les territoires par nos sections régionales et nos sections départementales, avec des experts, mais aussi avec des ateliers de pratique et des ateliers réflexifs sur qu'est-ce qu'on en fait déjà, qu'est-ce qu'on aimerait en faire,
Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on a réussi à les dompter? Quelles questions ça nous pose de manière, quand on est un citoyen et quand on est un professionnel de l'éducation? Donc en tout cas, nous ne laisserons pas passer le train en marche de l'intelligence, artificielle, et nous la mettrons à l'épreuve de l'intelligence collective de nos collègues, dès le mois de novembre. Merci à toutes et à tous pour votre, écoute sur ce webinaire. Merci, à la qualité des échanges de nos intervenantes qui, étaient très complémentaires finalement. Et puis rendez-vous à une prochaine fois. Merci à tous. Bonne soirée.